ça le défaut quand on est le dernier ou la dernière. C'est pas grave. Et surtout venir après un acteur comme ça. Ce que j'ai en commun avec vous, c'est que moi aussi je voulais être actrice et chanteuse. وأنا صغيرة نحب نبدأ أم كلثوم. كنت نحب شوية أم كلثوم. La différence, c'est que vous êtes un homme et moi je suis une femme. Être une femme, même sur Bourguiba, n'était pas facile. Devenir actrice célèbre, chanteuse célèbre, c'était impossible. Alors, la main au lycée, parce que c'est là que j'ai commencé mon théâtre, après. وقت المثل تليفونات الجدي في أكودة يقولوا احنا عندنا بنات تطلع على الرقص وتمثل. Malheureusement, ma carrière s'est arrêtée là. Et je n'ai plus joué de théâtre. حاجة تانية اللي عندي en commun avec vous, j'ai changé tout ce que j'avais fait. C'est que moi aussi, j'ai accepté mon sort. On m'a dit, pour une femme, à l'époque, après le bac, il faut être professeur. أحسن حاجة مرة شو باش نجم تعمل بناتي؟ أعمل أستاذة. عملت كيفسي شو باش نعمل؟ لاني باهية في المات، لاني باهية في السيونس، j'ai fait lettres. Je fais géographie plutôt. معليناش j'ai enseigné, mais je n'aimais pas l'enseignement. Je suis désolée pour les professeurs. Donc je me suis dit, c'est pas encore ça. Qu'est-ce que je peux faire? Tiens, Bourguiba سكرنا الجامعة en 72. زدنا كمان قريتي. وانا نحب نخدم خاطر انا فقيرة كيفك. J'avais des parents, même si mon grand-père était avocat. Il a marié sa fille, qui est ma mère. واحد قليل قال خاطر هو مسلم وباهي وخلافه باهية تسالش. Qu'est-ce qu'il était cet homme? الله يرحمه. Il était micro-entrepreneur. كان عنده épicerie خياط في الحي. وأمي qui a fait des études s'est trouvée aussi couturière pour le حي et à Kouda. Donc, je suis allée me présenter au concours de Tunisaire. Je vous raconte ça parce que c'est plus comme avant. Un monsieur m'a rencontré, il m'a dit oui, mais j'ai venu ici, quand je suis dans un concours de test de l'air. قال لي تعرف شنو معناها التست de l'air؟ قلت له لا، قال لي راهم يشكلوا لك دور، ورينا ساقيك، ورينا كيفاش تمشي، راك باش تبدا تخدم في الطياره. انت ايش عامله؟ قلت له انا قارئه تروازيام اني كاتريم اني جيوغرافي. برا روح انت مش متاهله. Je suis allée voir un autre concours, c'était le premier concours de journaliste reporter de la télévision en 72 et j'ai gagné ce concours. On était 113, il y avait 13 dont 3 femmes منهم انا. ودخلت للاذاعه والتلفزه التونسيه وخدمت في اخر الانباء. سيداتي انساتي سادتي مساء الخير، استقبل فخامه الرئيس تحبيب بورقيبه بقصر قرطاج etc. Malheureusement الجامعه رجعت حلت ورجعت نخدم نقرا. كي ندخل الجامعه تصفوا لي يسبوني لانه في الليل نقول لهم انتم الشرذمه من الطلبه. Les contradictions de Bourguiba à l'époque, les contradictions de l'époque اللي عشناها, mais c'était de belles contradictions. C'est ces contradictions-là qui nous ont forgés, qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. J'étais journaliste au Bourguiba, je n'étais pas libre, je ne pouvais pas critiquer, effectivement. Et un jour, je me suis dit, ou bien je suis médiocre et je reste dans ce pays, ou bien je ne le suis pas et je quitte. Et j'ai choisi de quitter Irkenti, j'ai vendu Certi, j'ai pris 800 dinars avec moi, et une petite fille, parce qu'entre-temps, je me suis mariée et j'étais divorcée avec une petite fille. Et je suis partie à l'aventure pour faire un 3e cycle à Paris en urbanisme. Et j'avais décidé d'un jour d'aller à New York. Je ne vous raconte pas tous les détails. Je suis allée à New York, j'ai débarqué et c'était la ville de mes rêves.
une très belle vie. Et c'est toujours la ville de mes rêves. Avec un enfant pour 3 mois, et j'y suis restée 3 ans. J'étais la première Tunisienne journaliste accréditée où? Aux Nations Unies. Bien sûr, pour les Tunisiens, c'était Belktef, j'ai prouvé que je pouvais apprendre l'anglais, la politique, les Nations Unies, tout en même temps. Et c'était un stress terrible, et j'ai appris, et je me suis débrouillée. Mais, j'ai découvert que les Nations Unies, et c'est là les photos si vous voulez les voir. Bravo, bravo! Que j'ai côtoyé des grands, que j'ai ouvert le premier bureau de la CAP aux Nations Unies, avec des gens que vous, les jeunes, vous n'allez pas reconnaître, Bachar Allah Yarhamou. Et après, bien sûr, j'ai découvert la politique, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, la Rhodésie, toutes les grandes questions, le Liban, la Palestine. Et j'ai commencé à comprendre qu'on ne peut pas changer le monde à travers les Nations Unies et dans les couloirs des Nations Unies. Et c'est comme ça que je suis allée à Rome, je ne m'y connaissais pas en sport non plus. Et je suis allée à Rome pour couvrir d'autres activités, d'autres organisations des Nations Unies, c'est-à-dire la FAO, le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il y a d'autres problèmes dans la vie, en dehors de la politique. La faim dans le monde, la pauvreté, le non-respect de l'environnement. Et j'ai commencé à prendre une autre cause. Cette cause, c'est celle de contribuer un temps soit peu à avoir moins de gens qui dorment le soir sans avoir mangé, de réduire un tout petit peu la faim dans le monde, de participer ou contribuer au développement des millions et des millions de personnes sur Terre qui dorment sans manger ou qui n'ont pas accès à l'eau, parce que j'ai eu la chance, comme toi, de voyager beaucoup partout dans le monde, en tant que journaliste bien sûr, pour écrire sur ce que je voyais. Et j'étais tout simplement dégoûtée par ce que je voyais, c'est-à-dire on dépensait aux Nations Unies des millions pour faire des conférences, alors que sur le terrain, il n'y avait pas grand-chose. Et c'est là que je me suis dit, après beaucoup d'années, bien sûr, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis allée en Palestine, j'ai vu encore une fois la situation du peuple palestinien. Et au fait, là aussi, c'est l'incapacité de faire quelque chose. C'est là où l'être humain se trouve devant son impuissance. Nous sommes tous impuissants de changer le monde. Mais en fait, j'étais comme vous, jeune, et je voulais changer le monde. Mais en fait, la leçon que j'ai tirée, il ne faut pas être trop ambitieux. On ne peut pas changer le monde. On peut y contribuer. Et un beau jour, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux aller? J'étais en Europe. Est-ce que l'Europe a toujours besoin de moi? La réponse était non. Donc après Rome, je suis allée à Genève, et un beau jour, je me suis réveillée, j'ai dit, je veux rentrer en Tunisie. C'est pour ça que j'ai dit que la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Pourquoi mon pays? Même si quand j'ai quitté, j'étais fâchée contre mon pays. Et ce n'est pas la peine d'aller dans le détail. Nous avons tous quelque chose contre notre pays parce que quelque part, on a été victime d'une injustice quelconque. Et la justice, c'est surtout parce que j'étais une femme. Donc, j'ai décidé de revenir et de dire qu'est-ce que je peux faire pour ce pays qui m'a tant donné. Parce que moi aussi, je suis allée au lycée avec une bourse. Parce qu'à l'université, j'ai obtenu une bourse. On avait 30 dinars par mois. Et c'était beaucoup. J'ai réussi à faire mes études grâce à mon pays. J'ai beaucoup appris à l'étranger. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et au fait, je suis rentrée et j'ai décidé de créer une ONG, Organisation non gouvernementale. Donc vous avez vu le parcours.
J'ai travaillé avec le gouvernement en tant que professeur, j'ai travaillé avec pas vraiment le privé, même si j'étais journaliste, c'était la TAP, et j'ai beaucoup souffert et j'ai vu les limites de ce qu'on peut faire quand on travaille avec le gouvernement. Je n'ai pas essayé le privé, je pense. Donc je voulais introduire en Tunisie un concept de l'association ou de l'ONG qui peut apporter un plus. Et j'ai créé une institution qui s'appelle ANDA aujourd'hui, qui existe au Sénégal. Au fait, on a ouvert un bureau. Et si, il y a 20 ans, quelqu'un m'avait dit que ça va faire ce que vous avez dit tout à l'heure, j'aurais dit non, ce n'est pas vrai. Donc, j'ai voulu tout simplement contribuer au développement des populations défavorisées. J'ai commencé par l'environnement, donc je passe rapidement sur les débuts. Et en fait, on a atterri à Haït Panam. Haït Panam, quand j'ai quitté la Tunisie, je n'entendais même pas parler de Haït Panam. Ça n'existait pas quand j'ai quitté en 1975. Et effectivement, c'était le coup de foudre. Je reviens là aussi à son conseil, il faut aimer ce qu'on fait. Et pour moi, c'était là que je pouvais faire quelque chose, que je pouvais apporter un plus. Et nous avons commencé par des projets avec les jeunes déscolarisés et avec les femmes. C'était les deux populations que nous avions choisies. Là, je vous passe tout le parcours, donc des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et au fait, nous avons mis en place un espace communautaire à Haït Panam pour les enfants et les jeunes déscolarisés. Et c'était une très belle expérience. Et je veux aujourd'hui devant vous dire combien je regrette d'avoir fermé cet espace. Parce que nous avons choisi de travailler aussi avec les femmes et il fallait choisir. Nous ne pouvions pas faire tout, mais cet espace, je le dis entre parenthèses, était un espace de liberté, un espace d'amour, un espace d'apprentissage, un espace d'expression libre pour les jeunes. Pourquoi je regrette aujourd'hui? Parce que si on avait ouvert des espaces dans toute la République, peut-être que les jeunes n'iront pas vers la violence, vers l'extrémisme. Parce que nos jeunes enfants ont tout simplement besoin de s'exprimer, de s'éclater, d'apprendre. Et en fait, c'est ce que nous avions offert. La deuxième chose, c'était qu'il fallait beaucoup d'argent pour maintenir cet espace-là, et nous n'avions pas cet argent. Donc, on avait décidé que le choix tombe sur les femmes. Et les femmes, c'est pour une raison très très simple. En posant la question aux femmes qui accompagnaient leurs enfants, à Haït Panam, à l'espace 21, comme on l'appelle, c'était pourquoi vous ne travaillez pas? Donc, c'est comme ça que j'ai réalisé que ce qui manquait au développement économique, et ce qui manquait aux pauvres pour ne plus rester pauvres, c'est l'accès au capital. Si c'est Badreddine, c'est Raouf et tous les autres sont devenus aisés, je ne dis pas riches, c'est parce qu'ils ont eu la chance d'accéder à l'argent. C'est clair. Donc là, je me suis rappelé mes premiers reportages quand j'étais journaliste à partir de Rome. C'est comme ça que j'ai pensé à Mohamed Younous, le prix Nobel de la paix, le Bangladeshi qui a lancé la Grameen Bank. C'est comme ça que j'ai pensé à Bancosol en Bolivie. Et je me suis dit, tiens, et les Tunisiens, est-ce qu'ils peuvent emprunter et rembourser? Et j'ai posé la question aux femmes, comme Mohamed Younous l'avait posé dans les années 60 à des femmes au Bangladesh. Et la réponse était bien sûr que oui. Et c'est comme ça que nous avions commencé à donner des microcrédits à Haït Panam à des femmes qui avaient des micro-activités génératrices de revenus et qui ont commencé à développer leurs activités pour devenir ce qu'on appelle des femmes entrepreneurs, comme n'importe quel entrepreneur, comme Siba le dit, et comme n'importe quel entrepreneur qui a lancé son affaire. Sauf que, là aussi, l'autre question importante, c'est le genre. Bien sûr qu'il faut donner la priorité aux femmes, mais ce sont les femmes elles-mêmes qui m'ont dit, madame, il faut donner aussi des crédits aux hommes. Les hommes, ce sont nos maris, nos frères, nos fils. Et c'est comme ça qu'on a ouvert ANDA,
aux hommes, et aujourd'hui nous avons 70% de femmes, le reste c'est pour les hommes. Il est vrai, pourquoi les femmes? Parce que les femmes dans le monde entier remboursent bien, travaillent bien, sont sérieuses, l'argent revient à la famille, aux enfants, à améliorer les conditions de leur vie à la maison, alors que le mari, il y a des doutes, ça peut aussi aller ailleurs. En tous les cas, s'il y a une chose de bien en Tunisie, c'est que l'argent ne va pas pour épouser une deuxième femme, ce qui est le cas dans les pays où il y a la polygamie. Et donc, nous avons aussi aujourd'hui, je corrige un tout petit peu les chiffres, nous avons touché 400 000 personnes. Wow. 240 000. Et nous avons 68 bureaux et nous sommes sollicités partout. Cela montre que les Tunisiens ont envie de travailler. Ce n'est pas vrai que le Tunisien est paresseux, c'est pas vrai. La Tunisienne est entrepreneuse dans sa tête, parce que même si le français ne le dit pas, moi je le dis. Nous avons démontré, après 20 ans, que les Tunisiennes sont des femmes entrepreneuses, que les Tunisiens sont entrepreneurs en général, hommes, femmes et jeunes. Nous avons montré qu'ils sont honnêtes, intègres, que quand vous leur prêtez, ils remboursent, qu'ils sont disciplinés parce qu'ils remboursent J-1, et qu'ils sont ambitieux, ils veulent changer de vie et améliorer leurs conditions de vie. Nous avons introduit une panoplie de produits pour l'éducation, pour l'amélioration des logements. Et nous sommes allés aussi dans le rural à partir de 2007 pour montrer que les paysans tunisiens sont aussi sérieux et remboursent leurs prêts. Et en fin de compte, pour vous éviter tous les détails, après la Révolution, nous sommes revenus aux jeunes. Et je m'en excuse ici devant vous, parce qu'effectivement, on devait choisir, et on a donné la priorité aux femmes. L'histoire montrera plus tard est-ce que c'est bien ou pas bien. Après la Révolution, nous avons trouvé un bailleur qui a accepté de nous aider pour appuyer les jeunes. Pourquoi les jeunes? Pourquoi on a peur des jeunes? Les jeunes, on dit toujours, surtout dans ce modèle de business de crédit, les jeunes sont risqués parce qu'ils sont instables, sont célibataires en général, et ils changent d'avis. Et vous avez vu l'expérience de nous tous, quand on était jeunes, on a changé plusieurs fois d'avis. Donc un jeune, pour qu'il prenne la décision de devenir un entrepreneur une bonne fois pour toutes, c'est pas évident. Cela n'empêche, moi je crois aujourd'hui, en Tunisie, nous avons des millions d'entrepreneurs. Nous avons commencé après la Révolution juste avec 2000 jeunes. Et c'est la première fois que nous finançons ce qu'on appelle des start-up, c'est-à-dire la création d'entreprises. Un jeune vient avec une idée, on le forme, on lui donne un prêt, c'est le prêt Bidea, et il vole de ses propres ailes par la suite. Donc, si je termine avec les jeunes, c'est pour dire que, effectivement, si nous tous, dans la salle, vous avez vu tous les speakers, ils ont quand même un fil conducteur, c'est la jeunesse. Pourquoi Raouf m'a fait venir ce matin en insistant? Parce qu'effectivement, je pense qu'il faudrait qu'on garde le contact avec vous, qu'on vous dise que nous aussi on a galéré, que nous aussi on a souffert, que nous aussi on a désespéré, que nous aussi on ne voyait pas très clair dans notre avenir et dans notre carrière, mais que quand on a envie, quand on refuse la médiocrité, quand on a envie de réussir, on réussit. Et je suis sûre que pour beaucoup d'entre vous, il y a un rêve quelque part. C'est pour ça, moi, quand je recrute, parce qu'aujourd'hui, on a 1100 personnes qui travaillent à l'ENDA, quand je recrute, je pose la question, toujours, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant? Ils rigolent tous. Ils me disent, c'est quoi cette question? Je dis oui, parce que la question montre si vous êtes à la bonne place ou pas. Et moi, si on m'avait dit, quand j'étais enfant, tu veux devenir banquière? J'aurais rigolé. Je ne le voulais pas. Mais je voulais être actrice et chanteuse. Mais quand on est dans un pays comme la Tunisie, un pays arabo-musulman, quand on est
dans une culture, dans un contexte où la femme ne peut pas faire ce qu'elle veut, n'est pas libre d'être ce qu'elle veut. Je suis née à une génération près, peut-être j'aurais dû naître maintenant, ou bien, quand je suis allée au Brésil, je me suis dit, c'est là que j'aurais dû naître. C'est au Brésil que j'aurais dû naître. Mais ce n'est pas le cas. Je suis née en Tunisie, à Kérouan d'ailleurs, et je dois subir le sort. Mais cela n'empêche, je n'ai pas accepté la médiocrité, je n'ai pas accepté de l'ignorance, je n'ai pas accepté les Nations Unies qui mentaient, qui faisaient des conférences et des conférences pour parler de n'importe quoi, et laisser des hommes et des femmes dans le monde qui continuent à rester dans la pauvreté. Je voulais contribuer à changer ça dans le monde, je n'ai pas pu. Mais je ne sais pas, j'espère que j'ai pu contribuer à améliorer le sort de quelques 200, 300 000 familles en Tunisie. Et j'estime que ce n'est pas suffisant. J'aimerais beaucoup que ceux que j'ai formés à Enda continuent le combat parce que nous voulons arriver à 500 000 familles. Et pour arriver à 500 000, il faudra toucher 1 million. Nous voulons ouvrir 150 bureaux, 150 agences pour toucher le maximum de gens. Nous voulons aussi que les populations avec qui on travaille aient accès à la microassurance, au transfert, à tous les services financiers et pour finir sur la technologie et au mobile banking, c'est-à-dire comme vous deux, vous avez utilisé la technologie, nous sommes en train d'essayer, et j'espère qu'on va réussir avec l'aide de Badreddine et de Raouf, à faire en sorte que les gens puissent utiliser le téléphone pour rembourser tout en étant dans leur champ ou dans leur entreprise. Voilà, si j'ai un conseil à vous donner, gardez la foi, pas la foi, gardez la foi dans vous-même, dans votre énergie, dans vos rêves surtout. Ne laissez pas, pour moi, je pense que le fil conducteur de nous tous, c'est le rêve. Nous avons rêvé et nous avons réussi notre vie parce que nous avons réussi nos rêves. Aujourd'hui, même si je ne suis pas chanteuse, je suis revenue au chant, je chante. Même si je n'ai pas joué du luth, c'est pas très grave, même si je ne suis pas actrice, mais qui sait, peut-être un jour vous allez me voir en train de jouer avec lui. Qui sait, parce que même à l'âge de 70 ans, on peut changer de vie, on peut changer de carrière. Merci.